Bonjour et bienvenue dans la 2e saison de Everything Happens for a Reason, le podcast qui aborde l'aspect entrepreneurial des métiers de la création. Je suis Lily Bonnet, business coach, consultante et formatrice en management. Entre coaching, mentorat et consulting, j'accompagne les créatifs dans leur positionnement et leur développement. Qu'ils soient entrepreneurs individuels ou entourés d'une équipe déjà constituée, ils font souvent face à des problématiques assez similaires. Ce qui m'anime, c'est de soutenir, booster et donner des clés pour grandir et faire grandir. J'avais envie de leur donner la parole. Alors le 15 de chaque mois, j'accueille dans ce podcast un ou une artiste, quel que soit son médium de prédilection, ou tout autre acteur de leur écosystème. Même si l'on retrouve évidemment la créativité en filigrane de toutes leurs décisions et de leur parcours, nous ne parlerons pas ici de processus créatif. Nous échangerons surtout sur le management, les challenges, la stratégie ou la communication. En bref, comment les créatifs entrepreneurs peuvent se déployer. Pour cette nouvelle saison, j'avais envie de vous faire un cadeau. Je vous présente Gregor Schultz, mon ostéopathe. Je connais Gregor depuis plus de 15 ans et j'avais envie d'aborder avec lui l'écoute de soi, le bien-être, la santé physique et donc mentale. Et j'avais aussi envie de comprendre comment il a développé sa patientèle, en commençant dans le monde de la mode. Gregor et moi, nous avons un point commun. Nous travaillons notamment la posture, lui au sens propre et moi au sens figuré. Au fil de notre discussion, j'ai fait le parallèle entre nos approches respectives et aussi entre sa position d'entrepreneur individuel et celle des créatifs entrepreneurs qui font face au même challenge et doivent saisir des opportunités. Si j'ai intitulé cet épisode « Sortir du cadre », c'est parce que j'ai découvert grâce à cet entretien que ce qui a permis à Gregor d'en être là où il en est aujourd'hui, tant personnellement que professionnellement, c'est justement parce qu'il est régulièrement sorti du cadre, pour mieux s'aligner, se recentrer et s'ancrer. Bonjour Gregor. Salut Lily. Ça va ? Ouais, très bien. Et toi ? Moi, super. Ça me fait très bizarre d'être là et de pas du tout venir pour que tu me soignes. Bah oui. Donc, j'ai pris mes petites habitudes en rentrant, pas faire de bruit. Puis en fait, non, tiens, pour une fois, je peux faire du bruit. Aujourd'hui, c'est toi la patronne. J'aime bien. Alors, je vais commencer par planter le décor. Parce que donc, on est 15 rue Béranger dans le 3e. Dans le Haut-Marais, comme on dit. Et quand on pousse la porte, on arrive dans une petite oasis, en fait. On arrive devant ton cabinet, il y a des plantes partout dehors, c'est magnifique. Et on sent vraiment qu'on est là pour kiffer, en fait. Même si toutes les manipulations ne sont pas forcément agréables parfois. J'avoue. Voilà. Mais on sent que dès l'extérieur, en fait, et je trouve que ça, c'est très important. Moi qui ai fait beaucoup de retail, c'est-à-dire j'ai travaillé dans des boutiques, etc., c'est vrai que dès le trottoir, dès la vitrine, on est dans l'univers. Et je trouve que chez toi, c'est la même chose. Dès l'extérieur, on est chez toi, on comprend le cadre, l'intention que tu as mise pour le visiteur. Et donc, là, on est dans ton cabinet parce que tu es ostéopathe. On va beaucoup en parler, évidemment. Et dans ton cabinet, il y a évidemment une table, table de pratique. Ouais. Voilà. Beaucoup de livres. Il y a aussi un crâne. Il y a un lavabo fabuleux. 50s même, il est 50s. 30s, 50s, on ne sait pas exactement. Je n'ai pas eu toutes les infos pas exactement, encore. Au moins 50 en tout cas. Mais il a une histoire parce que tu as été le chercher dans une maison qui est de tes parents, non ? Oui, qu'ont acheté mes parents en Charente-Maritime. Et on cherchait avec ma femme un lavabo. Et il n'y en avait qu'un qui en valait la peine, c'était celui-là. Donc j'ai demandé aux acheteurs de le racheter. Et ils me l'ont filé, en fait. Ouais, il est trop beau. Et il a ce vert mint, ce vert menthe sublime qu'on aime beaucoup. Voilà. Et qui est très caractéristique de la Charente, justement. Les volets, etc. Ah oui, c'est vrai en plus. C'est très présent là-bas. Et donc voilà, il y a des Velux, on a le ciel qui est très proche. Et évidemment, je vais commencer par la question, tu sais, signature de ce podcast qui s'intitule Everything Happens for a Reason.
Et donc, j'aimerais savoir ce que ce mantra, qui est le mien, évoque pour toi. Alors, parce que tu parles de la maison, je commencerai par ça en premier lieu. Ça faisait 3 ans que je cherchais à acheter mon cabinet avec ma femme. C'était le projet qu'on avait mis en place tous les deux. Et j'avais je vais essayer de faire court, mais une autre possibilité qui m'est tombée, qui a lâché, quoi. Ils m'ont planté à la dernière minute, de l'autre côté du canal, là. Et j'ai été hyper déçu. Et m'est revenue une phrase du Dalai Lama qui était que toute mauvaise nouvelle peut s'avérer être une très bonne nouvelle. Et sans ça, j'aurais jamais trouvé cette maison. Mais voilà. Et pour revenir à ce que tu me disais, à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que quand on est venu visiter ces lieux et que la porte cochère s'est fermée derrière moi et que le silence s'est installé, je me suis dit, faut que ce soit là, quoi. C'est là. Ça a été long. J'ai chopé la proprio, je ne l'ai plus lâchée, jusqu'à ce qu'elle finisse par me le vendre. À nous le vendre, parce que grâce à ma femme aussi, beaucoup. Comment elle s'appelle, ta femme ? Dounia. Et Dounia, en fait, elle est maquilleuse professionnelle. Oui. Ouais. Je travaille avec Pat Magat et elle est en plein dedans, là. Ah bah voilà. Et donc, tu es déjà dans cet univers très artistique, finalement. Oui. Et avant de parler de cette vocation, moi j'aimerais qu'on retrace un petit peu ton parcours, parce que c'est vrai que normalement dans ce podcast, j'accueille plutôt des designers, des artistes ou des personnes qui contribuent au soutien des métiers de la création. Et je trouve que toi tu soutiens justement énormément, parce que tu travailles avec pas mal de créateurs. Enfin, on va faire un peu de name dropping après évidemment, mais c'est vrai que je trouve que grâce à toi, on arrive justement aussi en tant qu'accompagnant, comme je le suis, en tant qu'entrepreneur, artiste, etc. On arrive à avancer et à soutenir nos propres activités aussi grâce à notamment l'ostéopathie ou plein d'autres pratiques. Après, chacun choisit en fonction de ses besoins, en fonction de ses feelings. Mais c'est très important. Donc, tu es là pour moi, pour ça. Et aussi en tant qu'entrepreneur individuel, parce que tu l'es aussi. Tu es thérapeute, mais tu es entrepreneur. Donc, c'était ça qui m'intéressait aussi dans le fait de t'interviewer, d'avoir cette discussion ensemble sur tous ces sujets. Et donc, alors, comment est-ce que tu en es arrivé à l'ostéopathie ? Parce que je dis que tu n'es pas artiste, mais en fait, tu l'es un peu quand même. En tout cas, je m'y suis tenté, si je puis dire. Raconte-nous. Je me suis laissé tenter et j'ai fait beaucoup de musique. Et j'ai fait des allers-retours entre ces deux métiers, en fait. Sauf qu'il y en a un qui m'a jamais apporté d'argent. Et celui-là, la musique, qui était donc. ma vraie vocation. Ouais. La musique, c'était une expérience. C'était comment dire en gros, pour faire simple, une fois que j'avais le bac, pendant ma terminale, je me disais, soit je deviens médecin ou kiné, soit je fais de la musique. Et médecin, kiné, ces deux trucs-là ne me parlaient pas. À cause des études notamment, ouais, ou des cadre. Des concours qu'il fallait faire, de l'état d'esprit qui ne me plaisait pas du tout. Et puis, j'avais 18 ans et puis voilà, je voulais faire de la musique, quoi. Donc, j'étais batteur et j'ai fait 2 ans de batterie, conservatoire avec un grand monsieur du jazz, Georges Pagzinski. Et voilà, j'ai beaucoup bossé la batterie. Tu as bossé en studio, tu as fait des albums ? Non, j'ai jamais fait d'album, j'ai jamais rien produit en fait, mais j'ai fait des projets qui m'éclataient. À l'époque, j'étais encore jeune, je travaillais vraiment la batterie. Enfin, je voulais devenir musicien, quoi. Et avec toutes les sueurs, toutes les sueurs que j'ai pu donner, mais au bout de... C'était quoi ? C'était l'automne suivant, donc pendant ma 2e année de musique, j'ai une amie avec qui je faisais de l'équitation qui avait commencé l'ostéopathie. Et je me rappellerai toute ma vie de ce moment-là où j'étais en bas chez mes parents, au téléphone avec elle. Et elle m'a dit, écoute, j'ai commencé un truc et je crois que ça va te plaire. Et elle m'a expliqué. Et je me rappelle regarder les feuilles dehors d'automne et je me suis dit, ben voilà, ça c'est mon métier. C'est beau. Ouais, c'était une évidence. Alors après, l'être humain est compliqué. Je me suis inscrit dès l'année suivante pour faire des études.
Donc ça, c'était d'ostéopathie. toujours en Charente? Non, non, Ou- en non. fait, la Ah, là, Charente, c'est t'étais- vraiment voilà. une maison de vacances. De vacances. Là, je suis en Île-de-France, Donc, dans voilà. l'Essonne. Ok. Moi, je suis un gamin de l'Essonne, en Ouais. fait. Et de Meudon, parce que mon école était là. Mais c'était c'était un peu comme un appel, et j'ai fait mes recherches. Mon père, hyper enthousiaste, évidemment. Il va enfin faire un truc sérieux. Lui qui a une grande sensibilité, mais quand même, c'était difficile à supporter, quoi. J'ai trouvé des études. À l'époque, c'était usage illégal de la médecine. C'est ça, l'ostéopathie, voilà, c'était pas encore reconnu du mais tout. ça m'allait très bien. Bah, justement, J'avais mes tu jeunes sortais du dreadlocks cadre. poussantes, je faisais mon rebelle, et que ce soit usage illégal de la médecine, c'est très bien. Ça nourrissait mon côté antisocial, ou je sais pas quoi dire. Enfin, Un peu, enfin ouais. Un peu voilà, rebelle, j'écoutais ouais. Bob Marley, et puis voilà, quoi. Et alors, à partir de quand l'ostéopathie a-t-elle été reconnue En 2002. Ah, c'est Par hyper Kouchner. récent, en fait. Ouais. C'est Enfin, c'est cela dit, ça fait 2002. déjà 20 ans, Ça fait 22 ans, mais ça fait quand même 22 ans. Ouais. Mais il n'y avait pas de cadre juridique, il n'y avait rien. C'était juste plus un usage illégal de la médecine. Ok. Et en 2007-2008, ça a été légiféré, quoi. Ok, donc là maintenant il y a un cadre beaucoup plus Il y a un cadre précis juridique, justement pour très précis, exercer exactement. le diplôme nécessaire, etc. Voilà, il fallait être agrémenté. Voilà, ok. Ça encore, ça a été toute une aventure. Et l'agrément, une fois que tu l'as obtenu, il est acquis. J'ai appelé mon père. Tu peux faire un bac chiche. Non, mais une fois que tu l'as obtenu, l'agrément, il est acquis ou est-ce qu'il faut le renouveler parce qu'il y a Non, pas... il est acquis. Ok. Enfin, Parce qu'il y a des ça peut changer, hein, Ouais, mais ouais. effectivement, dans d'autres pays, alors en Allemagne, il faut que tu sois Heilpraktiker, c'est-à-dire praticien de santé. Donc, il faut que tu apprennes toute une base. En France, c'est beaucoup plus simple. Ils ont agrémenté toutes les écoles. Ça a fait un énorme bordel parce qu'on est passé, je crois, de 15 à 70 écoles. Et du coup, on est en surnombre, Ah oui. ce qui est violent il y en a pour beaucoup. les jeunes diplômés. Mais Et c'est compliqué. tu vois, tu parlais de musique. Bah, voilà, mon mari, Philippe, est musicien. Et c'est vrai qu'on se rend compte aussi que de nos jours, il y a de plus en plus de musiciens. Il y a de plus en plus d'écoles. Je trouve que toutes ces, on va dire à peu près 20 dernières années, 20-30 dernières années, toutes les pratiques déjà artistiques, donc la musique, même moi qui travaille beaucoup avec des architectes, designers, architectes d'intérieur, les écoles, il y en a de plus en plus aussi. Tout est beaucoup plus ouvert, mais donc forcément, ça crée beaucoup plus de concurrence, ce qui peut être très, très compliqué aussi. Et je trouve que ce soit l'ostéopathie, l'acupuncture, enfin voilà, toutes ces, ce qu'on appelle les médecines douces, alternatives, douces, parallèles, c'est pas forcément doux, hein, ouais, mais parallèles, voilà. Je trouve que c'est quand même plutôt du bouche à oreille en général. Est-ce que toi, c'est comme ça aussi que tu as commencé ? Qui a été ton premier patient ? Comment tu as vraiment commencé c'était pas ici, c'était dans un autre cabinet. Tu en as même eu plusieurs entre-temps. Hein. Alors après, tout dépend ce que tu appelles patient, mais mon premier patient, c'est un pote. Un peu un cobaye, alors. Quand je faisais de la musique, c'était carrément un cobaye. Ouais. Et j'ai expérimenté beaucoup avec lui. Mon père. Bon, ça, c'était un truc assez fort parce que je lui avais promis que je m'y remettrais et je m'y suis remis et je l'ai guéri d'un lumbago chronique qui durait depuis des années. Je savais donc, pas. C'était assez fort, ça. Et puis, c'est pour ça que je te disais que c'était le premier que j'ai appelé quand j'étais agrémenté. J'ai dit, bon, ça y est, maintenant. Ouais. Je suis allé au bout du chemin, quoi. Ouais. Même si ce n'était que le début d'un certain chemin, en tout cas. Bien sûr. Du côté professionnel. Et c'était quoi ta question ? Donc, mon premier patient cabinet, enfin vraiment ton premier patient qui t'a payé. Peut-être que c'est ça absolument. La bascule finalement. En fait, pour continuer ma petite histoire, j'ai fait mes études et j'ai arrêté un an avant. J'ai pas fini avec le diplôme d'ostéopathie. Ouais, je te dis. Ouais, c'est ça. Et enfin, quelque part, c'est clair. Finalement, je suis retourné à la musique. Et pour faire des projets avec des amis, on faisait beaucoup de drum and bass. On jouait de la batterie électronique. C'était les années 90. Drum and bass donc à fond. on était à fond là-dedans. Et c'était des projets formidables. Hein. On s'est éclatés. On faisait de l'électro sur scène, enfin bref. Et j'ai fait ça pendant 5-6 ans.
Mais l'ostéopathie m'a jamais lâché. Cet ami que je traitais, et mon père, c'était à cette époque-là, parce que j'avais déjà développé ma main, quoi. J'avais déjà travaillé ma façon de bosser, qui venait vraiment du début de mes études. Et on reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure. Et puis, au bout d'un moment, ma femme en avait un peu ras-le-bol de galérer. C'est bien d'être en couple. Ouais. C'est une belle inspiration. Ça, c'est vrai. Et elle m'a dit, écoute, fais des massages. Il se trouve qu'à l'époque, pour gagner des sous, je conduisais des mannequins pendant les défilés. Elle m'a dit, vas-y, développe, quoi. Et je suis allé voir un ancien prof. Pour faire simple, en fait, finalement, il m'a offert ce petit cabinet que tu as connu, sans fenêtre, tout petit, espèce d'ancien ancien local à poubelle. faut ça pour commencer. Qui était dans le vers le 8e, vers Saint-Lazare, rue Rome, Bernoulli, voilà, exactement, à Rome, exactement. Et puis j'ai grandi là, et un jour je lui ai fait une séance d'ostéopathie. Il m'a dit, bon, arrête tes massages. Vas-y, direct. Vas-y. Et il m'a redonné la possibilité de recommencer des études. Et c'est là où j'ai fini mon cursus, en fait. Ah ouais. Tout en bossant à côté, tu vois, pour payer everything ça. happens for a reason. Ouais, exactement. Les connexions permanentes. Ouais. Et en fait, je remercie la vie et moi-même, finalement, d'avoir osé faire ce truc complètement débile sur le papier, qui était d'arrêter mes études. J'avais plus qu'1 an à faire. Après, il y a toute une histoire autour de ça, parce qu'on a créé une école à l'époque, donc c'était un truc très, très particulier. Mais l'idée, en tout cas, à l'époque, et c'est ça qui était important pour moi, c'était écoute ton cœur. Ouais. Et si ton cœur, il te dit ça, même avec le soutien de mes 2 mentors principaux, je parle d'hommes parce que bref, qui m'ont soutenu dans cette idée-là, alors qu'ils sont ostéopathes eux-mêmes, c'est grâce à ce choix a priori aberrant que je me suis offert la possibilité de grandir en tant qu'apprenti et de bénéficier plus tard, mais bien plus tard, je pensais vraiment faire de la musique à l'époque, de leur expérience, du fait qu'ils deviennent des mentors et que je grandisse comme ça sur le terrain, en fait. Donc en fait, tu penses que tu as eu vraiment besoin de ne pas être diplômé tout de suite pour te laisser la possibilité d'apprendre encore plus en pratique, plutôt que théoriquement, finalement, c'est ça, d'une certaine manière, oui. Okay. Oui, c'est plutôt... on peut le dire comme ça, exactement. Et puis peut-être une peur de réussir. Enfin, peut-être. Tu vois, et c'est un peu ce qui vient, c'est vrai. Peut-être. Alors, j'ai du mal à répondre à ça. Tu verras ça en analyse. Mais... Ouais. Après est venu comment tu dis, le syndrome de l'imposteur. Oui, c'est ça, exactement, parce que c'est un parcours très particulier. Et j'ai eu la chance d'être agrémenté, ça aurait pu m'être refusé. Et j'ai pas grand monde qui m'a aidé parmi mes anciens de promo, parce que je sortais trop du cadre, quoi. Mais voilà. Je leur en veux pas, hein, c'était comme ça. Et puis j'avais un peu perdu le contact, et puis ils étaient frustrés parce qu'on avait fait un projet ensemble et que je les avais plantés là où ils estimaient que ça n'aurait pas dû avoir lieu. Mais bon, moi c'était mon chemin et j'en suis très heureux de ce chemin. Et en fait, je pense, pour aller dans le sens de ce que tu disais, c'est que moi j'ai découvert le travail des tissus sur moi-même quand j'étais un jeune étudiant. Parce que tu veux dire que tu t'es testé sur toi-même. Ouais. Ok, ah ouais. En fait, il y a quelque part un fait conducteur dans ma vie, c'est que je suis né sourd. Oui. On en avait parlé. Et quand... D'une oreille. De l'oreille droite, exactement, d'une oreille uniquement. Et j'ai été opéré, puis pour opérer, en fait, il te décolle le pavillon vers l'avant. C'est pas très beau. Et du coup, j'ai une cicatrice qui fait tout le tour. Et un jour, en 2e année, il y avait un cours sur les cicatrices. Et ça faisait déjà 1 an ou 2 que je fumais des joints tous les soirs. Et j'ai expérimenté, je pense que le hashish m'a aidé, la technique. Même si c'est mal, évidemment, on n'encourage pas. C'est mal dans le sens de l'addiction, on est bien d'accord. Tu as raison de le préciser. Ouais. Et moi, ça m'a permis de développer ça.
Et j'ai eu à lutter contre l'addiction plus tard, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vraiment mais c'est un vrai important problème d'en d'en parler. parler. Faut savoir à quoi on se confronte quand on se confronte à ça. Et je fais une parenthèse, mais les addictions sont très fréquentes chez les profils qu'on appelle hypersensibles, TDAH éventuellement aussi, etc. Voilà, c'est très fréquent. Donc, je sais que c'est... C'est un vrai sujet, quoi. Voilà, c'est un vrai sujet. Et la drogue a tout son intérêt au jour où on a réussi à partir du moment où on a réussi à s'en libérer. Et c'est ça qui est fort. Mais à l'époque, ça m'avait quand même bien aidé. Et ça a immédiatement travaillé, en fait. Les tissus étaient tellement... malléables. Non, au contraire. torturés, que la réponse est faite tout de suite. Et le fait d'être émetteur et récepteur m'a beaucoup appris, en fait. Et j'ai travaillé ça. C'est fabuleux. Je pensais pas qu'on pouvait. Si. Mais c'est logique. C'est possible. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai découvert. Mais ça, pendant la formation, ils vous y encouragent pas du tout. C'était C'est vraiment une ta initiative pratique très personnelle, quoi. Wow. Je me suis dit, j'ai une cicatrice, et en fait, je me suis rendu compte de la tension qu'il y avait à cet endroit à partir du moment où je me faisais violenter par mes collègues et mes confrères et consoeurs, parce que on se traitait les uns les autres, pas du tout d'un point de vue holistique, c'était de la technique, donc c'est un désastre. Mais bon, on est jeune, donc ça passe. Et à partir de ce moment-là, j'ai réalisé qu'en fait, tu pouvais accéder à ça tout simplement par ta sensibilité, en fait. Et par, je pense, le fait que les tissus étaient vraiment torturés par l'origine ou les origines inconnues de cette surdité et les opérations qu'on suivit par ailleurs. Et à partir de là, j'avais la base pour travailler. J'avais ma substance à développer, en fait. Et du coup, c'était pas conscient, mais peut-être que je me suis permis de jongler de l'un à l'autre entre la musique et l'ostéopathie, parce que j'avais déjà quelque chose entre les mains. Et pour répondre à ta question, c'est un peu long, j'avoue. C'est que grandir en tant qu'apprenti était bien plus riche pour moi que de faire des études très scolaires. Parce que on a tendance en ostéopathie à vouloir ressembler au médecin et on oublie le cœur de notre métier qui est la pratique, quoi. On l'oublie en partie, en tout cas. Tu vois, c'est drôle parce que je fais vraiment le parallèle avec, par exemple, l'architecture, où pareil, il y a énormément de techniques, de longues études, etc. Et à partir de quel moment tu arrives à te décoller du style, par exemple, de tes mentors, de tes inspirations, et de créer ton propre style. Mais toi, c'est exactement la même chose. Comment tu crées ta propre main, comme l'œil d'un photographe, etc. Je trouve que c'est très intéressant de faire le parallèle entre toutes ces pratiques. Encore une fois, je disais que tu n'étais pas artiste, mais que si tu l'es, évidemment, et puis même rien qu'avec la musique, mais pas seulement. C'est-à-dire que ce que moi j'apprécie, et j'ai lu, on va en parler parce que tu as beaucoup d'avis sur Google. Je crois. Tu as menacé tes patients. Je les ai tous menacés, physiquement. Mais on va en parler justement parce que j'ai récemment interviewé Nina Senoyer, qui est rédactrice web SEO, donc qui est spécialisée dans le référencement justement naturel sur les moteurs de recherche. Faudrait que je lui parle. Bah oui. Déjà que ton site soit en ligne, mais il le sera pour la diffusion. Bientôt, c'est promis. Ça fait, je ne sais pas, des mois, des années qu'on en parle de ton site. Ça fait 2 ans que je suis dessus. Voilà, c'est ça. Mais je suis lent, moi. Ouais, en tout cas, il arrive bientôt. J'ai eu la chance de lire des textes en amont, donc je connais déjà un peu tout ton contenu qui est très intéressant. Mais je reviens sur l'histoire des avis Google, parce que c'est aussi ce qui fait ta spécificité. Tu as 5 sur 5, mais tu as une quarantaine d'avis. Mais en fait, tous les patients qui ont en tout cas donné des avis, et moi, ça fait je crois plus de 15 ans qu'on se connaît, sont des patients de longue date. Et donc, c'est vrai que je trouve, pour l'aspect un peu business, entre guillemets, même si ce n'est pas le mot, mais quand même, mais de développement, toi, de ta patientèle, je trouve que c'est intéressant parce qu'on vient te voir pour un problème. Mais évidemment,
d'autres découlent, et puis toi, tu creuses, tu as vraiment cette démarche qu'on appelle holistique, c'est-à-dire très globale, de vraiment aller étudier, questionner. Tu poses des questions, justement, et tu es très à l'écoute de nos réponses, et puis tu vas un peu guider, tu vois. Ah, tiens, et peut-être que... Mais ce que j'apprécie et ce que j'ai lu sur les avis Google, c'est un peu la même chose pour tout le monde, c'est que tu n'es pas didactique, tu ne forces pas à faire ou ne pas faire, tu vois, voilà. Non, tu t'adaptes aussi. Que Dieu m'en garde. Mais je trouve que c'est très intéressant. Moi, par exemple, j'ai d'autres praticiens, d'autres, voilà, qui peuvent parfois te dire, non, alors il faut arrêter ci, il faut arrêter ça, et puis en gros, t'arrêtes de vivre, t'arrêtes de kiffer. Moi, je suis vraiment une kiffeuse, donc j'ai du mal quand on me dit, par exemple, il faut arrêter de manger du sucre, par exemple. Je suis très gourmande. Alors que quand on me dit, écoute, tu sais, ça a tel effet. Voilà. Et là, c'est tout à fait différent. Et c'est exactement la façon dont toi, je trouve, tu travailles. Et deuxièmement, comment tu fidélises, pour un peu du jargon commercial, mais voilà, pourquoi on revient te voir. Est-ce que toi, tu sais? Moi, je sais pourquoi je reviens te voir, mais tu vois, est-ce que toi, tu sais? Oui, parce que je pense que c'est dans ma démarche déjà. Et avant de devenir ostéopathe, j'étais patient. Et je reviens à mon oreille avec mon cher ami Didier Cadeau, qui est un ostéopathe de Saint-Germain-en-Laye. Cadeau, ça ne s'invente pas comme nom. J'ai choisi tout de suite. Qui était un prof. Et il y avait cette idée de je veux améliorer mon état, si je puis dire. J'en souffrais pas beaucoup de cette oreille. C'est parce que ça faisait déjà 22 ans que j'avais appris à gérer mon environnement social avec ça. Quoi. Mais je sentais la tension, etc. Et on a travaillé, j'y allais tous les mois. Donc, en tant que patient, j'ai fait un travail de terrain. Voilà. Et en fait, je parle de cette oreille parce que finalement, c'est le point de départ de mon travail qui m'a amené bien au-delà de cette oreille. Mais c'était le point de départ, quoi, le premier pas. Donc, avant même de commencer à travailler avec des patients, moi, j'envisageais déjà l'ostéopathie comme un travail de terrain. Alors que ce n'était pas si présent que ça en ostéopathie d'une manière générale, parce qu'en gros, dans l'ostéopathie, moins on intervient, mieux c'est. D'accord. D'une manière générale, c'est un précepte, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Précepte que je ne suis pas forcément. Oui, parce que tu sors du cadre. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu es apprenti, que tu n'es pas collé à une école ou à une pensée, et que tu as déjà une base à travailler, tu es là pour t'inventer, quoi, pour expérimenter. Et mes expériences de professionnel m'ont beaucoup aidé à forger une façon de travailler. Et du coup, j'invite mes patients à revenir. J'invite à faire un travail de fond. Parfois, il m'arrivait même à une époque d'être frustré entre guillemets, avec un patient qui disait non, mais ça va. Je dis non, t'as encore mal. Mais il fallait que j'apprenne à respecter ça, parce que dans cette idée, encore une fois, que moi, mon travail, c'est d'accompagner mes patients à être un peu plus tous les jours, si je puis dire. Et j'explique à tous mes nouveaux patients que mon travail n'est que, d'un point de vue holistique, d'optimiser la qualité des mouvements, d'une articulation, d'un organe, d'émotions, d'idées fixes, etc. Et tout ça rentre en jeu parce que l'holistique, c'est l'holistique, quoi. Il n'y a pas d'holistique que physique, on est des êtres humains. Et ça passe beaucoup par le verbe. Et donc, je libère des tensions qui font partie de leur équilibre pour ramener le mouvement. Et du coup, moi, mon boulot, c'est de faire ça, mais forcément, ça les met en déséquilibre. C'est cette fameuse... moi, je vois un peu le parallèle avec quand je fais sortir de la zone de confort, mais qui est ou de la zone d'inconfort, mais qui est confortable. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que même si on a parfois des patterns, des choses où on sait qu'on souffre ou qu'on a des difficultés, mais on y reste parce que c'est ce qu'on connaît. Et donc, c'est la même chose que tu es en train d'expliquer pour ces douleurs. Absolument. Ouais. C'est vraiment ça. Et ça, on retrouve ça dans le monde de l'entreprise. Je fais souvent le parallèle avec les chefs d'entreprise. Je leur dis, voilà, vous changez 2-3 éléments dans l'équipe. C'est pas juste ça qui va changer, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble de l'équilibre qui change. Et du coup, mon boulot, c'est de permettre aux patients de définir un équilibre plus mobile,
donc a priori plus juste, mais c'est pas moi qui le détermine. Et c'est pour ça que je vais pas te dire d'arrêter le sucre. Je vais appeler à ta responsabilité. Ma responsabilité, ability to respond, responsibility, j'aime bien en anglais, c'est d'appeler à répondre. Enfin, c'est d'appeler les patients à répondre. Je l'avais jamais entendu comme ça, mais j'adore. C'est Sadhguru qui disait ça. Je sais pas si que je le connais, tu oui. connais. Ouais. Et j'ai entendu ça il y a 4-5 ans et je me fais ah ouais merde, j'avais jamais vu. J'aime beaucoup. Ouais, c'est l'habilité à répondre, la responsabilité. Très très et juste. C'est pareil en allemand, c'est pareil en anglais. Et c'est beaucoup plus fort parce que lui il dit on est responsable sans limite. Alors, t'as un mec dans le public qui dit mais comment ça, moi je suis pas responsable du mec qui fout le feu à une maison, je sais pas quoi. Il dit t'es responsable. Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu réponds? T'as quelqu'un qui est par terre dans la rue c'est et comme qui ça, est pas bien. Non-assistance. T'es médecin, t'es pas médecin, t'es médecin, t'y vas, t'es pas médecin, t'appelles. Il y a trop de monde, tu passes ton chemin. Enfin bref, très intéressant. C'est ton habilité à répondre qui est mise en jeu à chaque instant de ta vie, quoi. Donc, j'oublie jamais, je pense, au sein de mon cabinet, que j'ai des responsabilités et que je dois être capable de répondre. Et aussi d'encourager le patient à être responsable. Oui. Voilà, c'est-à-dire que c'est vrai, parce que tu sais très bien que le chemin, si on ne le fait pas nous intérieurement, de toute façon, tu peux faire toutes les manips que tu veux. Ok, ça pourra peut-être aller mieux sur le moment, mais évidemment, les mauvaises habitudes, postures, etc. reprendront. Oui, exactement. Et c'est là où, quand en tant que patient, tu prends la responsabilité de te prendre en main et de ne pas estimer que l'ostéopathe va te soigner, et ben, c'est là que tu peux vraiment commencer à avancer. C'est ça l'idée. Et ça passe par des souffrances. Moi, j'ai des patients, ils sont moins bien après. Pendant quelques jours. J'en ai un avec qui je communique encore là, qui allait moins bien et qui ne veut pas continuer parce qu'il souffrait trop. C'est une des grosses difficultés, en ce qui me concerne en tout cas de mon métier, c'est qu'on remet les choses en jeu, quoi. On ne donne pas des antidouleurs. On est à propos de travailler. On n'est pas là pour être soigné. Dans ce sens. Mais c'est quand même du soin dans le sens anglais de care. Ouais, en fait. Ouais, c'est ça. Sauf qu'en français, ça fait soigner. Oui. Ça marche pas. On nie soi. Soigner. Mais je l'avais pas entendu non plus. Non, on est à fond avec Lacan là dans cette discussion. C'est la langue des oiseaux. Mais Lacan, oui. C'est tout ça. Oui. Mais bon, après, c'est des jeux de mots, si je puis dire. Mais l'idée étant vraiment d'accompagner au plus près de ce qu'un patient est prêt à entreprendre, si je puis dire. Dans le respect de là où il en est, de qui il est, t'as encore mal là, ça te dérange pas, ok, voilà, moi je suis disponible. Et tu vois, justement, il y a quelques personnes là dans les avis que j'ai lus qui disaient, par exemple, j'y vais entre 2 et 4 fois par an voir Grégor. Et moi, c'est à peu près ça aussi. C'est-à-dire qu'on se rend compte que parfois aussi, c'est de l'entretien. Comme tu sais, comme tu emmènes ta voiture au garage pour la révision, c'est exactement la même chose. C'est la même idée. Et c'est justement aussi d'éviter d'aller trop loin et d'avoir vraiment trop mal pour prendre rendez-vous en urgence. Parfois, ça peut arriver. Mais cet entretien, je trouve qu'il est très intéressant. Et tu parlais tout à l'heure du monde de l'entreprise, mais je me demandais aussi si tu travaillais l'ergonomie, par exemple, des postes de travail ou pas du tout. Est-ce que tu peux donner des conseils, tu vois, sur la posture. Voilà, toi déjà, alors tu as un siège à un ballon. Un ballon Bloon. Voilà, ça c'est faut que je refasse la pub parce que c'est la première fois que j'en fais. Mais c'est super, c'est très confortable et ça permet de justement maintenir finalement toujours une posture assez... d'être alerte en fait sur ta position. Exactement, et de pas s'avachir. Tu vois, là du coup j'en parle et hop, je me redresse. Pareil, moi aussi. Voilà, exactement, parce que c'est quand même très important d'avoir ça et j'imagine qu'avec on a eu les confinements, le Covid, etc. On en parle régulièrement, mais j'ai l'impression que c'est plus un questionnement de citadin. Mais est-ce que tu as vu une évolution dans le soin, pour le care, que les gens apportent justement à leur bien-être, à leur ergonomie, les postes de travail à la maison, avec tout, il y a eu de plus en plus de télétravail, etc. De temps aussi pour soi. Est-ce que tu as noté, toi, une évolution chez tes propres patients de tout ça ? Oui, il y a eu une évolution, effectivement, dans
la notion de prendre un peu plus de temps. Et ça leur a été offert aussi avec le télétravail. Et j'ai des gens qui viennent maintenant les jours de télétravail, qui sont plus disponibles, qui peuvent venir dans la journée. Et puis peut-être plus de questions en fait sur la qualité de vie. Et en même temps, en parallèle, une baisse de patientèle, où il y a eu moins de monde, alors parce qu'on est en surnombre en ostéopathie. Ben oui, on en parlait tout à l'heure, il y a quand même une grande concurrence. Il y a une concurrence énorme maintenant. Et enfin, c'est comme ça. Hein. Et puis, je ne sais pas si c'est encore alors c'est beaucoup moins présent, hein, mais si c'était des séquelles du confinement, etc. Et puis Paris s'est un peu vidé. Moi j'ai des patients que j'ai plus revus à partir de. Et oui, qui sont vraiment partis. Ouais, voilà. Qui sont barrés, qui sont allés vivre dans leur maison de campagne et qui ont scolarisé leurs gamins là-bas. C'est très bien. Et moi je suis plutôt. Je trouve ça très chouette de reprendre un peu le pouvoir, avoir eu la possibilité de remettre en question sa vie, son mode de vie, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et alors donc, tu parlais d'un peu d'une baisse de patientèle. Alors qu'est-ce que tu mets en œuvre, là pour le coup, en tant qu'entrepreneur individuel, pour redynamiser un peu ton activité? Justement, j'ai travaillé sur ce site qui n'existe pas encore, mais qui est presque, mais qui m'a pris du temps, et tant mieux, parce que ça a été un vrai... c'est quand même vachement intéressant de se questionner, de se poser, c'est de l'introspection et d'écrire, aussi. surtout, avec des gens qui regardent et qui disent, qui te coachent. J'ai été vachement coaché, t'en as fait partie, pour essayer d'être clair dans mes propos et pour me remettre en question dans mon travail et être capable vraiment d'expliquer et déterminer un peu là où je veux en venir, en fait. Et donc ça, c'était très intéressant. Et puis, c'est pas pour rien non plus que c'est des patients de longue date qui ont laissé des avis, parce qu'à l'époque, moi, j'en avais 3. Ce sujet ne m'intéressait absolument pas, j'en avais pas besoin, c'était un autre monde. Par des amis ou des patients dans la communication, j'ai compris que c'était quand même important maintenant. Et j'ai demandé à des patients qui me connaissaient. Je leur ai suggéré l'idée de me laisser des avis. Avec le couteau sous la gorge, avec un gros couteau sous la gorge, ils ne pouvaient plus bouger. Et ils l'ont fait. En toute liberté, sans emprise. Évidemment. Mais c'est ça qui était chouette, c'était que je savais que c'était des gens qui me connaissaient, que s'ils le faisaient, c'était là pour le coup leur bon vraiment vouloir et sincère. Ouais, c'est ça, et que c'était sincère. Et avec le recul finalement aussi nécessaire, je pense que tu vois, parfois tu sors d'un resto, tout de suite tu dis c'était génial, t'as pas besoin de tant de recul que ça, mais avec l'ostéo, tu as quand même besoin d'avoir un peu aussi, tu peux pas écrire tout de suite en sortant. Bien sûr. Déjà t'es un peu cassé quand même, faut le dire. Et il faut justement ce temps de réparation. En général, on parle... il faut quelques jours, semaines. C'est alors ça. On le ressent au début, mais... Bien sûr, mais globalement, ça continue. C'est ça le travail. Voilà. Et là, ce qui est intéressant dans les avis, pour beaucoup d'entre eux, c'est que c'est des personnes qui ont fait un vrai travail de fond et qui dans leur témoignent propre, qui témoignent d'années ou de mois de travail, en fait. Et alors, tu es assez humble, mais il y a notamment, alors quand on Google ton nom avant de tomber sur ton site, qui n'est donc pas encore, je le rappelle là maintenant, mais qui arrive, donc Gregor Schultz, on voit très vite toutes les photos de ton cabinet, etc. Enfin voilà, tu es bien référencé sur Google pour le coup, parce qu'il y a beaucoup d'avis. Et on tombe aussi sur un article de Lily Barbery-Coulon. Qui me connaît depuis longtemps. Qui te connaît depuis longtemps, qui elle est quand même très connue, pour certains, mais je veux dire... je ne savais pas à quel point elle l'était. En fait, c'est ça, tu n'en avais pas conscience peut-être, mais et alors est-ce que... Donc elle a écrit un très bel article où elle explique justement que pour elle, au début, l'ostéo, c'est un peu le truc, parfois on y croit ou on n'y croit pas, c'est un peu comme la cartomancie de mémoire, elle parle un peu de ça, etc. Et puis elle parle d'il y a 15 ans, je pense. Et c'était ça, c'était... ça fait 12 ans que je suis là, elle est déjà venue au cabinet précédent. Donc voilà, exactement, donc ça fait très longtemps, sa première... son premier rendez-vous avec toi. Mais elle dit déjà tout ce sentiment que tu ne mets pas la pression. Et alors là je paraphrase, mais son article est assez, très détaillé. Elle parle évidemment de ta bienveillance, de ton écoute, etc. Mais vraiment, et finalement je pense que c'est ce qui rassure aussi
notamment les nouveaux patients. Et puis, je reviens sur ce bouche à oreille parce que c'est essentiel. C'est-à-dire que si tu es recommandé par un tel, par un tel, par un tel, et alors elle, comment est-ce qu'elle est venue à toi ? Alors, elle est venue à moi parce qu'elle a écrit... en fait, elle travaillait pour le Vogue à l'époque. Ouais, je crois. Je ne sais plus quel est le magazine. Et en fait, c'était John Galliano qui faisait qui était rédacteur en chef. D'un numéro spécial. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Ou alors dans la régie beauté ou soins, etc. Et lui parle de moi. Je l'ai suivi longtemps, John. Voilà, quand même, pardon. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. À l'époque, elle était encore journaliste. Voilà. Elle n'avait pas changé de métier. Tu as beaucoup travaillé dans les défilés aussi. Ouais. Ça, c'est génial. Ouais, pareil. En fait, j'ai rencontré un homme, Christophe Robin. Voilà, grand coiffeur, premier coloriste, voilà, qui d'ailleurs a développé une énorme gamme de soins pour les cheveux depuis, qui a beaucoup de succès. Qui a beaucoup de succès et qui avait... il a arrêté maintenant, il y a encore son salon, mais bref, lui vit une autre vie maintenant, mais il a énormément travaillé en tant que coloriste, avec pas une patientèle, une clientèle extrêmement de haut de gamme, quoi. Ouais. Et comme à l'époque j'avais été chauffeur pour mannequins, j'étais allé voir les agences pour leur dire voilà, je développe mon truc, j'étais au début. Hein. Donc voilà quand même comment tu as commencé. Et on m'a parlé de Christophe Robin. Et j'ai mis un peu de temps à le rencontrer. Non, je l'ai appelé, mais bon, voilà, le mec il est occupé, on lui envoie beaucoup de gens, je pense. Ouais. Et puis il a fini par accepter un massage, parce que je faisais des massages aussi à l'époque. Et il m'a adopté. Et il m'a dit, écoute, voilà, maintenant ça va se passer comme ça, avec toute sa bienveillance. Hein, mais ça a été un coach aussi, Christophe. Et alors, qu'est-ce que tu faisais ? Tu étais dans son salon. En fait, au début, je le traitais lui, puis je le voyais toutes les semaines, etc. On faisait ostéopathie et on a réglé pas mal de problèmes de douleurs chroniques, etc. Et il a fini par me demander de venir au salon et je massais les pieds de ces dames principalement, parce qu'elles étaient surtout des femmes, et donc toutes les comédiennes, etc. Est-ce qu'on peut le dire quand même ? Est-ce qu'on peut parler d'un nom ou est-ce qu'on n'a pas le droit ? Mais je ne sais pas. Ah ouais, peut-être pas. Elle a parlé de moi dans un article, donc je pense qu'on peut en parler, mais c'est une grande comédienne française, c'est notre grande comédienne. Qui a notamment joué Bernadette, voilà, comme ça on ne fait pas de name dropping. C'est très moche. C'est moche. Non mais c'est génial, je trouve que c'est... Parce que c'est ce que dit Lily Barbery-Coulon dans son article, notamment, elle dit, voilà, j'avais peur de tomber sur l'ostéopathe des stars, parce que ça pourrait presque être un peu ça, je veux dire, tu vois, de travailler dans les défilés, donc Galliano, Marc Jacobs aussi, je crois. En fait, j'ai travaillé pour Vuitton. À l'époque de Marc Jacobs, j'ai eu la chance, par encore une autre personne, mais à travers le monde de Christophe Robin, ils m'ont demandé une fois de venir le masser, lui, son assistante et la personne qui m'a appelé, et ils m'ont dit, reviens demain, et je suis resté 2 semaines, et ils m'ont appelé sur chaque défilé. Et quand ça s'est arrivé, j'ai fait je crois 2005 à 2018, un truc comme ça. Donc je pensais faire une saison, 2 saisons. C'était super bien payé. C'est ce qui m'a tout de suite assis dans mais ça, métier, tu vois, t'en parles pas du tout. T'as en effet cette humilité. Et donc, voilà, ce que dit Lily Barbery, c'est vraiment, je m'attendais à tomber chez un mec un peu star, presque un peu diva. Voilà. Et non, j'arrive dans un petit cabinet qui paye pas de mine, un peu le local, le local à poubelle. Encore le local poubelle, voilà. C'est ça. Enfin, c'est génial. Et finalement, je pense que c'est aussi ça, ce qu'on aime chez toi. C'est cette grande discrétion. Tu vois, par rapport à un peu toutes les personnes. Et donc, ça fait partie de ton éthique. Parce que justement, tu n'es pas là pour faire du name dropping. Moi, je te pousse un peu, c'est rigolo. Parce que bien sûr, je suis comme ça. Mais ça n'est pas ça qui te motive. Parce que toi, en fait, tu t'en fiches pratiquement de... Alors, je peux pas dire que je m'en fichais. Le jour où madame m'a appelé, tout à coup, j'ai eu la gorge hyper sèche. J'étais quand même jeune ostéo. Et j'ai ravalé ma salive et je dis ok. Et extrêmement gentiment, on a commencé à développer une relation qui date, ça fait 20 ça fait 20 ans maintenant. Et c'était une chance extraordinaire.
Et pour moi, c'était une chance surtout. C'était pas une preuve de qualité. Ah, c'est J'ai- intéressant ça. ouais, je l'ai plus vu comme une opportunité à saisir. Mhm. Mais avec le temps, je me suis dit, bon, ben ça va. J'assume cette opportunité. Et tu trouves C'est-à-dire pas que que j'ai continué ouais. longtemps, quoi. Et ça met pas un peu plus de pression? Si, Ah, quand énorme. même, Ça a hein? été extrêmement formateur. Mais ouais. Je faisais des nuits blanches parfois. Ah oui, j'imagine. Parce que tu Parce vas que voir ça peut te telle faire ta personne. réputation, mais ça peut te défaire aussi, C'est ça, justement. exactement. Et, Ouais. alors, on n'avait pas encore tant les réseaux sociaux, Pas du tout. début Ouais. 2000, mais je savais à quel point ça allait vite. Et bon, après, tu as les salons, enfin, ça allait vite, quoi. Mais alors, sans penser au fait que ma carrière débutante soit détruite, c'est juste une pression importante parce que voilà, c'est des personnes qui ont des grosses personnalités, qui connaissent pas forcément ton métier. Hein, Donc faut faire un peu de pédagogie, finalement, ouais, aussi. et puis en même temps, quelque part, tu es un peu tranquille. Moi, il m'arrivait qu'on me dise fais gaffe, c'est une grosse relou celle-là. Ça va être galère, que ce soit les employés de Christophe, etc. Et de me rendre compte que, parce qu'elle ne comprenait rien à mon métier, qu'il n'y avait rien dans le sens esthétique du travail, que il n'y avait pas d'a priori. assez libre de mon travail, qu'il n'y avait pas d'a priori. Donc ça, c'était assez facile à gérer. Et le massage, il fallait juste qu'il soit qu'il leur plaise. Agréable. Quoi. Et que, voilà. Donc voilà, a priori, ça leur plaisait. Donc ça a continué pas mal de temps comme ça. Mais c'était ni un objectif, ni une consécration, quoi que ce soit. Ce qui était sympa à l'époque, c'est de me dire, tiens, c'est de rapidement vivre de mon métier. Et de me dire, tiens, si ça arrive, c'est peut-être que tu es vraiment à ta place, quoi. Et tiens, je voudrais un peu aborder la question du prix. Tu vois, j'en ai parlé notamment avec Ismeri, qui est une coiffeuse, enfin hair lover, que j'ai interviewée, c'était en l'épisode du 15 septembre 2023 de mémoire. Et on a parlé notamment de ça et le fait qu'il y a une différence légère, mais une différence tarifaire entre une coupe avec Ismeri ou une coupe avec une autre personne de son équipe, ce que je trouvais très légitime justement. Et là, ils ont fait un post justement sur Instagram pour annoncer de l'évolution tarifaire qu'ils étaient obligés de répercuter, l'électricité. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand même, parce que les charges augmentent. Mais toi, par exemple, ton tarif, il est un peu plafonné. Et je crois que tu as un peu de mal à passer une certaine barre psychologique. Et donc, je voulais parler de ça avec toi et de savoir, là, je reviens à l'entrepreneur, comment tu gères ça. Est-ce que tu as réussi peut-être est-ce que il va y avoir un nouveau tarif avec le site, peut-être? Est-ce que c'est l'occasion? Ah tiens, j'avais pas pensé. Pas con. Oui, parce que je note, il est noté le prix sur le site. Voilà. Ça devait se faire en 2022. J'avais décidé, je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais augmenté mon prix en 2017, qu'à chaque élection présidentielle, j'allais changer. Et puis je pense quelle que soit la personne qui gagne. Puis en fait, comme ils m'ont tous déprimé, je crois que j'ai arrêté. C'est ça. Mais en 2022, on était post-Covid, c'était compliqué. Même pour moi, il y avait un peu moins de monde. Donc, j'étais peut-être moins enclin à augmenter. En confiance. Ouais. Et puis, une séance d'une heure coûte 90 € aujourd'hui. Et moi, j'ai augmenté de 10 € à chaque fois parce que j'augmente rarement, mais j'augmente pour ne pas avoir à gérer des pièces. Et voilà, et passer à 100 €, c'est peut-être une barrière psychologique que j'ai du mal à gérer. Sachant que j'ai de la chance d'avoir assez bien géré mon petit business, si je puis dire, parce que j'ai acheté ici, j'ai renégocié mon prêt, j'ai la chance de pouvoir louer une pièce maintenant, et dans l'ensemble me coûte moins cher qu'un ostéopathe qui loue un cabinet, etc. Et même si j'ai fait des travaux, etc. Bon, mais je peux le gérer plus facilement. Et je me suis dit que si j'étais honnête avec moi-même, j'avais peut-être pas forcément besoin d'augmenter tout de suite. Et puis, tout simplement, je pense que j'étais pas prêt. Alors, est-ce que ça va venir avec le site ou est-ce que ça va venir l'été prochain ou dans un an? Je ne sais pas. C'est génial. Moi, mon truc, c'est que je vis déjà bien de ce que je fais. Est-ce que j'ai forcément besoin? J'adore. C'est un truc sur lequel j'ai beaucoup joué, l'argent, à l'époque, du name dropping, etc. J'étais payé par Vuitton, Yves Saint Laurent, des différentes maisons que j'ai fait.
vraiment cher, quoi. Ce qui te permettait aussi d'appliquer un tarif beaucoup plus Ouais, c'est abordable ça. pour ta patientèle en cabinet Absolument. aussi. Moi, je trouve ça assez Ouais, juste, ouais. finalement. Et, Tu vois, il y a un le équilibre, domicile, voilà. le Et domicile tu fais des était voilà, cher. Enfin, si t'en j'en fais fais, mais plus. c'est devenu très très cher Ouais, pour ne ouais, plus en faire. ouais, ouais. Donc j'en fais rarement, mais même à l'époque, c'était pas donné, et j'estimais que il y avait la possibilité de venir au cabinet. Alors pas pour les massages, parce que ça j'en fais pas au cabinet, mais pour l'ostéopathie, tu pouvais venir ici et profiter du tarif cabinet. Et si tu estimais que ça méritait d'être fait à domicile, ça venait avec le prix. Donc Bien ça, sûr. c'était une autre façon de voir les choses. Et je me suis adapté aussi à la psychologie, je ne sais pas comment dire, à la façon d'aborder de personnes qui voient énormément de noms, de thérapeutes, de coiffeurs, de machins, de gens différents à leur service. C'est qu'en fait, si tu t'es coûtes pas assez cher, cher, tu vaux. voilà. Ou alors plutôt, c'est ça. Ouais. Si tu n'es pas assez cher, T'es pas bon. c'est que tu n'en vaux pas la peine, voilà. c'est que tu n'as peut-être pas confiance en toi, etc. Et ça a été un de mes premiers coachings, soit à la hauteur de tes ambitions, entre guillemets, ou en tout cas de l'ambition de tes patients. Exactement. Et c'est ça qui était assez intéressant, et ça fait partie de cette formation. Finalement, j'ai beaucoup appris avec cette patientèle que je n'aurais pas fait avec une autre, au-delà du fait, en plus du fait que c'était beaucoup de pression, que c'était des articles, j'ai tout un book d'articles, mais ça pour moi c'est du passé. La preuve, c'est pas ça l'important. T'es pas le genre de personne qui a ce fameux book dans ta salle d'attente. Non, enfin, voilà, là, derrière, il est planqué, voilà, là-bas. ouais. Je l'ai jamais vu. Donc, non, mais personne l'a vu. Mais non, personne l'a vu. Mais j'aime bien ça chez toi. Ouais. Mais parce que je me dis que, moi je crois en l'invisible. Je crois, c'est en moi ça, ça fait partie de mon histoire, donc ça m'arrive d'en parler, et ça m'arrive d'en parler, mais de manière très sporadique, dans une situation avec un patient qui connaît un tel, ou je ne sais quoi d'autre, mais c'est pas... bref, je pense pas que ce soit forcément... j'aime bien l'humilité, quoi, en fait, tout simplement. Et j'ai pas essayé de développer tout ça, je serais pas ici. Christophe, il m'a dit, si tu vas à République, caché dans une cour, même si lui était caché dans des cours. C'est très chic. C'est très chic. Exactement. Voilà, on n'a pas envie d'avoir pignon sur rue dans ce genre de... Lui, c'était un peu son truc. C'était que le premier salon qu'il avait rue du Mont-Tabor, c'était deux belles pièces en rez-de-chaussée. C'est seulement, if you know, you know. Voilà, si tu es initié, tu peux y accéder. Exactement. Et ça, c'était assez chouette. C'est comme ça que... c'est pas que ça, c'est plein de choses qui fait que Christophe, il en est arrivé là où il en est aujourd'hui. Mais si j'avais voulu développer cette patientèle, j'aurais dû m'installer de l'autre côté de la Seine. Oui. Bon, déjà, je ne pouvais pas rester là-bas. et puis, c'est pas toi, finalement. C'est voilà. ici, chez moi. Exactement. Ça fait partie de mes quartiers, quoi. Ouais. Donc, je préfère largement être à propos de qui je suis que de qu'est-ce que je pourrais représenter, en fait. Non, j'adore. C'est très beau ce que tu dis. Et ça me rappelle une phrase que m'avait dite Laurent Cotta, qui est conservateur au Palais Galliera, en charge des arts graphiques. Et je lui parlais de l'ambition. Tu vois, notamment, après ce poste de conservateur, qu'est-ce que tu vises? Est-ce que tu t'es directeur de musée? Il dit, non, mais moi, j'ai aucune ambition, en fait. Ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier, et je suis très heureux là. Et c'est comme ce que tu me disais tout à l'heure aussi sur, non, mais en fait, moi, là, je vis bien. Et j'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'on a un peu cette course perpétuelle, aux chiffres, à la réputation, à la reconnaissance. Mais en fait, bien vivre aujourd'hui, c'est quoi? C'est ça, c'est avoir un rythme qui reste en accord avec son bien-être, ses besoins, Donc, ça me parle pas mal, vu qu'en ce moment, j'ai un petit truc de santé qui me ralentit volontairement. Et c'est parce que j'ai très bien compris que c'est parce que je voulais encore aller trop vite, trop loin, parce que j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de projets et que j'ai vraiment envie, mais il y a un moment, en fait, on se calme un peu
Chi va piano va sano et lontano. Ça, j'en profite, c'est une petite dédicace à 2 personnes. Ils se reconnaîtront en l'écoutant. Top. La vie nous appelle à ça. À chaque fois. Mais ouais. En tout cas, elle nous rappelle. Ouais. Enfin, moi, j'ai besoin de reminders. J'ai vraiment besoin de petits, des trucs genre attention. J'en suis. Voilà. Et ça, je le dis justement avec l'humilité qui ne m'étouffe pas. Mais justement, il y a des moments où je suis obligée justement de ralentir, de reprendre un peu pied. Ouais. Et voilà. Et je crois que c'est important. Et moi, ça fait partie de mon métier. C'est d'accompagner mes patients. L'idée de parler à des chefs d'entreprise de déléguer leur travail. Qu'est-ce que c'est difficile. Dès le début de mon travail, ça a été présent. Et ça, c'est qu'une première approche de surface, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière tout ça, chez chacun d'entre nous. Et travailler l'être, c'est ça. C'est ça, une thérapie holistique. J'ai une thérapeute là, il y a 2 jours qui me disait « Mais vous êtes ostéopathe, mais vous n'êtes pas... » Pas que. Ouais. Et non, je suis thérapeute en fait. C'est ma base de travail, c'est le corps, parce que c'est ça qui me parle le plus. Mais oui, c'est vrai que c'est ton terrain. C'est mon terrain d'approche. Et puis c'est la raison pour laquelle viennent mes patients. À moi d'avoir la capacité de leur offrir la possibilité d'aller plus loin. Donc mon ambition, elle est plutôt là. C'est plus moi j'avance et plus je peux amener les personnes loin, si je puis dire, quoi. Et c'est une ambition discrète, mais c'est une ambition réelle et qui est bien plus passionnante que d'être le thérapeute de John Galliano, etc., qui voilà, comme beaucoup d'entre eux, connaissent pas forcément l'ostéopathie. Mais voilà, c'est pas facile de travailler l'être avec des personnes célèbres. Ça. C'est hyper compliqué, quoi. Alors, je pense que je manquais de maturité à l'époque, à mon niveau et dans mon relationnel à des personnes célèbres, parce que c'était un monde que je connaissais pas. C'est vrai que c'est de la pratique. Hein. Ouais, c'est de la pratique. Et puis quand tu es censé rentrer dans le fond des choses, c'est touchy, extrêmement compliqué, c'est délicat. parce que c'est des personnes de public, quoi. Voilà, donc très secrètes. Ouais. Et moi, j'ai plutôt joué sur le côté secret et c'était quelque part un peu frustrant, finalement. Donc, peut-être que cette époque-là de name dropping, parce que mes potes étaient au courant, etc., m'a suffi et que j'en ai plus besoin maintenant. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fond du travail, quoi. Parce que c'est ça le cœur du métier. Et avant de te poser la dernière question, je vais clore un peu là-dessus en disant, en effet, moi qui t'ai vu aussi évoluer, parce que moi je t'ai vu grandir aussi, tu m'as vu grandir, mais je t'ai vu grandir aussi vraiment en plus de 15 ans, c'est incroyable. Et en effet, déjà tu as pris dans cet aspect très holistique, c'est-à-dire global, et d'un peu aller tout voir et de ne pas se cantonner à une chose. Mais je t'ai vu aussi vraiment gagner en ancrage, je trouve, tu vois, même postural, mais de ton être finalement, vraiment. Et c'est quand même ça que tu travailles beaucoup aussi, l'ancrage, forcément. Donc, c'est essentiel à notre métier. Pour tout thérapeute, je pense. Tout accompagnant finalement. Ouais, je suis pas pieds nus pour rien, pour l'image. Le fait d'être au rez-de-chaussée et d'être pieds nus n'est pas anodin. Et c'est le point de départ de plus je suis ancré, plus tu peux t'appuyer sur moi. Et plus je peux être à ton service. Et moins je subirai aussi les affres de la vie de chacun. Et oui, c'est important ce que tu dis. Comment se protéger aussi, parce que c'est vrai que tu prends. C'est ça. Tu vois, t'absorbes, tu enlèves le mal, tu traites énormément d'informations dans une journée, parce que tu vois quand même beaucoup de patients en une seule journée. Et puis énormément d'émotionnel. Et donc d'émotionnel, tout ce que tu prends. Et il y a un vrai travail entre chaque patient d'ailleurs. De prise de notes. Aussi, évidemment, mais toi aussi de nettoyage énergétique. Oui, bien sûr.
Alors, parfois, tu as des patients avec qui tu parles pas et c'est bien. Ouais. Enfin, c'est pas moi. Tu laisses Ça, juste, c'est pas moi. toi. Mais tu laisses juste le corps travailler, tu Ouais. le suis, tu l'écoutes. Parce qu'il y a beaucoup de patients que je ne vais pas plus interroger que ça, parce qu'ils ne sont pas là pour ça et c'est à moi de m'adapter. Mais En fait, c'est comme chez le coiffeur. Si on veut pas parler, on n'est pas obligé de parler. c'est Je le ça. précise. Ouais, exactement. Et les coiffeurs ont quelque chose de thérapeutique, Mais bien sûr, réellement. c'est pour ça que je parlais d'Isméry tout à bah l'heure. oui. Mais bien sûr. Elle est Ouais. thérapeute. Oh oui. Christophe l'était Ouais, aussi. évidemment. Il écoutait tellement les gens. Ouais. Donc c'est à toi d'être disponible et plus tu es ancré dans l'être que tu es, plus tu es solide, donc plus tu es protégé en fait, tout simplement. Et puis plus plus tu peux permettre à l'autre de travailler. Alors justement, ce dernier mot, je pense qu'il va te venir tout de suite, parce que j'aime bien que chaque invité donne un peu un dernier mot sur lequel il a envie de conclure l'entretien. Donc, Qui me viennent tout de suite. Ben non, ça marche non pas du tout ton affaire. Tu vois, je sais pas, je pensais que tu allais dire ancrage pour le coup, tu vois. Oui. Mais là, c'est pas du jeu, c'est non, moi ce qui qui l'ai me donné. vient, parce que pour moi, il y a 4 lettres dans mon métier, dans la vie, c'est d'être. Très bien. C'est tout, on est là-bas. Ce qui nous incombe, comme me disait Jean Hassens, un grand maître du tarot et qui était un sacré psychanalyste, ce qui nous incombe, c'est être. Et le travail, c'est d'être un peu plus tous les jours. Et pour ça, il faut mourir à beaucoup d'autres choses. Waouh. Merci Grégor. Avec grand plaisir. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de prolonger la discussion, n'hésitez pas à me contacter par email lbm@lilybonnet.com, sur LinkedIn ou sur Instagram. Et si, comme moi, vous trouvez que ce podcast mérite d'être encore plus écouté, alors pensez à le partager sur les réseaux ou à l'envoyer aux personnes qu'il pourrait intéresser. Et aussi, abonnez-vous, écrivez des commentaires, spread the love, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. J'en profite pour remercier Philippe Drevet pour la composition de la musique originale de ce podcast et pour la réalisation de chaque épisode. On se retrouve le 15 du mois prochain. Et d'ici là, n'oubliez pas que everything happens for a reason.